Voilà. Donc, je suis Francis Campoy. Je fais aussi partie de l'équipe Go, comme Andrew. Et aujourd'hui, je vais parler un peu, en fait, pour la conférence demain, vendredi, de Go, on voulait savoir quels étaient les meetups Go en Europe. Et en fait, c'est pas facile à trouver. C'est assez difficile. Ou sinon, je ne sais pas utiliser la page Meetup. C'est aussi possible. Mais en tout cas, on ne savait pas trop comment faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé une app qui marche sur App Engine et j'ai écrit forcément un Go. Donc, ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est comment je l'ai écrite. Et je vais montrer de la première étape qui est très simple, même simple, c'est presque con. Et puis on va arriver à quelque chose qui peut être exécuté en public et le mettre sur un Hacker News et que ça explose pas. Donc, mes slides, c'est 3 slides. Celle-là n'est pas comprise, c'est 3 de plus. On va avoir plein de code et après, à la fin, il y aura la bière et les pizzas. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer cette belle page web là. Je ne suis pas un front-end développeur. Voilà, donc mes skills CSS, voilà, ça donne du gris. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est pas si mal que ça en fait. Tout le code que je vais vous montrer, en fait, ça va être déjà publié sur GitHub. Et en fait, tout ce que je vais écrire, ça va être exécuté sur App Engine. Donc, App Engine, si vous l'utilisez, il faut télécharger le Go SDK. C'est vraiment très simple à utiliser. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Et je vais être en train d'utiliser mon éditeur. Normalement, j'utilise Sublime Text 3 ou 2, ça dépend du jour. Et avec Go Sublime. Que si vous ne l'avez jamais utilisé, en fait, c'est quelque chose de très sympa. Donc, ça, c'est le code que je vais écrire. Donc, on va voir, en fait, pas talk. Le talk, c'est le talk, donc on ne va pas avoir. Mais les fichiers qui sont importants ici, en fait, c'est dispatch.diamond. On va voir ce que ça fait, mais en fait, ça va nous permettre d'avoir une application qui est divisée en modules. Et ça va nous permettre d'avoir des modules qui sont complètement indépendants au point qu'ils n'ont pas besoin d'être écrits dans le même langage. Donc par exemple, je vais avoir mon module, le backend, ça va être écrit en Go, alors que le front-end, ça va être écrit en Python. Mais juste parce que je suis en train de tricher, en fait, c'est du JavaScript. Donc, maintenant, je vais montrer le code, si je ne me perds pas. Voilà, ça on voit rien, c'est bien. Donc, en fait, le dispatch.diamond qui est très simple, ce que je dis, c'est tout simplement mon app, c'est Go Meetups, c'est l'ID de mon app. Et puis, il y a deux modules. Si c'est quelque chose qui contient dans l'URL API, c'est quelque chose que le backend va prendre en charge, alors que si ce n'est pas API, c'est quelque chose d'autre, c'est default. En fait, default, c'est le front-end. Je vais montrer le front-end. Donc le front-end .diamond, ça écrit la même chose. En fait, ça écrit le mapping entre les URL et ce qu'il faut faire derrière. En fait, ici c'est très simple. C'est déjà, on commence à nouveau, on dit, c'est un app, c'est app Go Meetups. Et c'est le front-end qu'on appelle le module default. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le runtime Python. Pourquoi je dis c'est du Python? Parce qu'en fait, si on dit que c'est du Python, on n'a pas besoin d'écrire de code, tout simplement. Et vu que c'est complètement statique, c'est un peu la triche, mais ça marche très bien. Donc comme ça, on peut se permettre d'avoir des modules qui n'ont absolument rien de dynamique dedans. Et après, on a les handlers. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on dit s'il n'y a rien, si l'URL est complètement vide, il faut aller montrer la page principale, donc home.html. Et sinon, va chercher sur static. Donc dans static, on va voir du JavaScript, du CSS, et c'est tout. Et du HTML aussi, bien sûr.
Donc maintenant, s'il y a des front-end développeurs dans la salle, je suis désolé. Je vais montrer mon code, que je trouve que c'est assez simple. Et en fait, ça utilise AngularJS. Ce que j'aime bien d'AngularJS quand j'écris mes apps, c'est que ça me permet de faire une différence très claire entre ce que c'est le front-end et le back-end, en ayant un contrat entre les deux, qui est juste du JSON. Donc en fait, ce que je dis, j'ai mon Go Meetups. Donc si vous n'avez jamais fait du AngularJS, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce qui est important, c'est il faut dire ceci est une app, donc NJApp. Et puis on va lier notre DOM à un contrôleur. Après ça, on s'en fout. Mais après, on va avoir, donc si vous connaissez les templates dans la librairie Go, c'est assez similaire, en fait ça ressemble beaucoup. On va avoir une répétition. Donc ce qui est important, c'est fait ici. Donc on va répéter pour chaque groupe, on va répéter une div. Et dedans, on va avoir la ville, le pays, le continent et combien de membres il y a dans le groupe. C'est tout. Je ne vais pas montrer le CSS. Le JavaScript, en fait, ce qui est important, c'est ces commentaires. Donc, en fait, le JavaScript s'attend à trouver quand on accède ça s'appelle API Groups. Voilà. Quand on accède à API Groups, on va parser ça, c'est du JSON. Et on s'attend à avoir quelque chose qui a l'air comme ça. Donc, en fait, c'est juste un objet qui contient deux fields, group et error. Et dans le groupe, c'est juste un array. Une array avec tous les groupes qui sont dedans. Donc maintenant, une fois on a ça, il faut juste implémenter le backend. Donc, et c'est ça la partie intéressante, c'est la partie Go, c'est un Go Meetup, enfin un AngularJS Meetup, donc voilà. Donc le backend, à nouveau, il faut à nouveau dire c'est un module de la même app, Go Meetups. Maintenant, le module, ça s'appelle backend. Et je vais donner un nom à la version, de façon à pouvoir avoir toutes les versions que je vais mettre sur le cloud en même temps. Donc, comme ça, on peut faire en fait de failover d'une version à une autre très facilement. Juste sur le dashboard, il y a juste à cliquer un bouton s'il y a quelque chose qui est cassé. Et puis les handlers, ce qu'on dit, c'est du Go. Donc toutes les requêtes qui arrivent à ce module-là vont être gérées par l'app Go. En fait, on utilise cette clé GoApp. Maintenant, je vais vous montrer le code. Donc ici, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de dire, ok, à nouveau, c'est juste du handling des URL. Donc pour le moment, quand il y a une URL qui arrive, tout d'abord, on regarde dispatch.diamond, ça contient un API, on l'envoie au backend. Si ça arrive au backend, il y a juste un handler. C'est la GoApp qui le gère. Et en fait, toutes les requêtes qui arrivent à la GoApp sont gérées de la même façon. On dit, en fait, j'avais changé ça. Yeah. Donc, en fait, seulement si on accède à /API/groups, on va exécuter cette fonction-là. Et qu'est-ce que c'est que getGroups? getGroups, il faut que ça soit c'est une fonction d'un type très concret. C'est un HTTP handler. Je vais montrer juste ça. Ignorez le reste. getGroups, en fait, ce qu'on va voir, c'est getGroups, un response writer et une requête. Donc, en fait, on va lire de la requête HTTP. Donc, on va lire tout ce qu'on veut lire. Dans ce cas-là, on ne lit rien. On va voir pourquoi. Et puis, on peut écrire le résultat dans le response writer. Dans la première solution, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai créé une constante, c'est du JSON, et à chaque fois qu'on accède à cette URL, je l'affiche. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que c'est dynamique? Pas vraiment. Et en plus, il y a un gros souci avec ça, c'est qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup j'enlève une virgule au milieu du JSON, que tout d'un coup, ma belle AngularJS app arrête de marcher. Parce que le JSON n'est plus valide. Donc, faites ça
Si vous ne l'avez jamais fait, faut pas. Et du coup, ce que je vais faire, c'est tout d'abord enlever le problème de il faut que ce soit moi qui écrive le JSON correctement. Donc ce que je vais faire, c'est mettre toute la même information dans des structs. Et puis utiliser les structs pour imprimer, pour générer du JSON. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai créé ce groupe, un type, c'est un groupe. Et j'ai donné tous les fils que je vais utiliser. Donc il y a juste le nom, l'URL, le nombre de membres, la ville et le pays. Et j'ai mis toutes les valeurs qu'on avait avant dans une variable qui est juste une slice de groups. Donc en fait c'est exactement la même information qu'on avait avant. C'est pas dynamique du tout. À nouveau, si on veut rajouter une valeur, il faut recompiler et tout remettre sur le cloud, donc c'est pas super dynamique. Mais maintenant, on est sûr que ce qu'on va générer, ça va être le JSON correct. Donc, comment on génère ça? Ce que je vais faire déjà, c'était pas que le groupe, il y avait les groupes et les erreurs. Mais ce type-là, ce type concret-là, ça ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas l'utiliser. Donc en fait, on peut utiliser un type anonyme. Donc le type anonyme ici, on l'a. Ça n'a pas des noms, c'est pour ça que ça s'appelle type anonyme. Et en fait, ce qu'on fait, c'est la réponse, reste, c'est du type struct qui contient deux fils, un groupe, le fil groupe qui c'est juste un slice de groupe, et erreur qui est juste slice de string. Et je l'initialise avec les mêmes valeurs d'avant, donc les groupes et l'erreur, qui est complètement faux, mais ça marche de toute façon. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour encoder ça sur du JSON, ce qu'on doit faire, c'est juste créer un encodeur. Pour créer un encodeur JSON, on a besoin d'un writer, donc quelque chose dans lequel on peut écrire. On a un writer, dans ce cas-là, c'est response writer, donc tout simplement, on utilise celui-là. Ce qui va dire que qu'on appelle encode, qui est la méthode de encodeur, ça va afficher notre response, donc cet objet, cette valeur qu'on vient de créer, sur le résultat, sur la page web qu'on affiche comme résultat. Quelque chose qui est très important et que très souvent on oublie, c'est quand on encode quelque chose, ça peut ne pas marcher. Donc ça, si ça ne marche pas, ça va envoyer une erreur. Il faut le gérer. Et dans ce cas-là, si on le gère et on n'a pas arrivé à encoder quelque chose, très probablement ce qui s'est passé, c'est qu'on a imprimé une partie et puis on a arrêté. Donc la première chose qu'on a fait, si on a généré une page HTTP, c'est qu'on a envoyé le code 200 en disant tout s'est bien passé. On a commencé à afficher le JSON et après on s'est dit oups, pas vraiment. Donc maintenant on peut plus changer. Donc dans ce cas-là, ce que je me dis, c'est tant pis, je veux loguer ça, c'est un bug, je veux le gérer après plus tard. Pour loguer, à la place d'utiliser log, qui est le log qu'on utilise normalement dans la standard library, à la place qu'on va utiliser, c'est le log qui vient de App Engine. Donc ça va nous permettre de loguer sur les serveurs App Engine qui vont nous permettre d'avoir, on peut chercher, tous les logs vont être unifiés. Donc ça va être beaucoup plus simple à trouver ce qu'on cherche. Maintenant, il y a toujours le problème que donc le groupe Golin Paris, il y a 315 personnes. Ça c'est la dernière fois que j'ai vérifié. Donc maintenant forcément il y a quelqu'un qui va rejoindre le groupe et la réponse ça va être Fred qui va envoyer une pull request sur GitHub pour dire maintenant on a 316. Donc ça va être assez pénible. Donc du coup, on ne va pas faire ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la Meetup API. Donc pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va juste garder la liste des groupes qu'on veut montrer. Donc le reste, c'est complètement pareil. Mais maintenant, à la place de garder toutes les données qu'on avait avant, on va garder juste cette donnée-là. Donc c'est Golin SF. C'est en fait l'identifiant du groupe Golin à San Francisco. Et puis Golin Paris, ce meetup-là. Et
on va essayer de trouver les groupes directement en utilisant la Meetup API. Donc, pour le reste, ça va être pareil. Ce qui est important, c'est maintenant, on va itérer sur les ID. Donc, les ID, c'est cette variable qu'on avait générée avant, donc pour l'instant, il n'y a que deux groupes. Et on va faire fetch. Fetch, ça va faire quelque chose sur Internet, ce qui veut dire que probablement, ça ne va pas marcher. Donc, ça va envoyer le groupe, mais aussi une erreur. Et cette erreur-là, il faut le gérer. Donc, si par exemple, soit Meetup est down, ou on a mis une clé qui ne correspond pas à un groupe, on va trouver une erreur, il faut le gérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'afficher dans le loop d'erreur qu'on avait tout à l'heure. Et autrement, on va on va juste rajouter le groupe qu'on vient de retrouver dans la liste de groupes qu'on va afficher. Le reste, c'est exactement pareil. Ce qui est intéressant, c'est maintenant, donc ça, il faudra que je le change parce que normalement, c'est privé. Mais voilà. Mais ça arrive, c'est normal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on utilise l'API Meetup, ça va nous permettre d'une façon assez simple d'obtenir des données pour un groupe. Donc, si on obtient, donc on fait et puis là, donc Meetup, on va prendre. Est-ce que c'est cassette? Donc, Gohan Paris. Et puis, 5 equals true. Et key equals this. Voilà. Ça va nous renvoyer pas mal de données, qui en fait, ça nous permet de savoir ces données qu'on peut utiliser. On ne veut pas tout utiliser, on veut juste une partie de ces données-là. Et en fait, ça, même si ça a l'air tout moche comme ça, c'est du JSON derrière, sauf que dans le JSON, ils ont mis du HTML qui est dans du JSON. C'est génial comme idée. Mais voilà. En fait, ce qui nous intéresse, c'est déjà le nom, ça s'appelle name, puis l'URL du groupe, et puis quelque part, il y a le nombre de membres, donc il y a 319, et d'ailleurs, les membres de Go Meetup à Paris s'appellent des gophers. Je ne vais pas prendre ça, mais après il y a aussi la ville, le pays. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer l'URL que j'ai générée à la main, on va la générer juste en utilisant sprintf. Donc c'est exactement la même chose, on va remplacer cette valeur-là par l'ID du groupe et l'autre par la clé que je vais effacer bientôt. Et après, ça va nous permettre d'avoir une URL pour laquelle on peut faire get. Quand on fait ça, ça envoie une réponse et une erreur à nouveau. Si l'erreur n'est pas mise, ça veut dire que quelque chose de pas bien s'est passé. Donc on n'a pas réussi à retrouver ce groupe pour une raison ou une autre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer l'erreur en disant voilà, le groupe est nul, on n'a pas réussi à le fêter, je ne sais pas comment dire en français, et l'erreur c'est celui-là. Autrement, maintenant c'est la partie intéressante, c'est comment je fais pour extraire les données qui m'intéressent du JSON. Et à nouveau, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un type qui est anonyme. Pourquoi? Parce que ce type-là, je vais l'utiliser que pour ça, que pour extraire les données du JSON. Et j'utilise tous les noms des fils qui m'intéressent, mais il y a un problème ici. Donc forcément, c'est du JSON. Donc par défaut, les noms sont en lowercase, en minuscule. Donc si j'écris ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le fil n'est pas exporté. Donc du coup, quand on passe cette valeur-là au décodeur JSON, le décodeur JSON ne pourra pas avoir ce fil-là. Donc du coup, ne le décodera pas. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est mettre en public. Mais si on le met en public, maintenant le problème, c'est que le nom ne matche plus le JSON. Donc c'est pour ça qu'on utilise un field tag. Donc ça nous permet de mettre des annotations pour un field d'instruct. Donc dans ce cas-là, on dit
pour le paquet JSON, on donne cette valeur-là. Donc, on va juste dire, c'est le nom qu'on veut utiliser dans ce cas. Et on fait la même chose pour le reste. Maintenant, on décode. Et quand on décode, forcément, si on décode du JSON, spécialement quand ça vient d'ailleurs, ça trouve, ça peut être du JSON qui n'est pas valide. Donc, on va vérifier que tout s'est bien passé. Et à la fin, on utilise ça. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, je veux faire le mapping entre les deux types. Je vais dire, ok, le nom du groupe que je renvoie, c'est le nom. Donc, c'est un peu verbeux. Mais comme ça, on évite à rajouter ces tags-là sur le type qui est en fait public et qui pourrait être vu par des gens qui utilisent notre package. Donc comme ça, notre API reste propre. Donc maintenant, il y a un autre problème ici. Donc je crois que c'est un bon moment pour essayer, d'ailleurs. Donc je vais faire ça plus grand. Donc, pour runner des applications App Engine sur ma machine, on va utiliser GoApp. GoApp fait partie du Cloud SDK. Donc, je vais utiliser GoApp Serve, c'est pour servir depuis ma machine. Et il faut donner tous les YAML files qui sont intéressants pour ce cas-là. Donc, le premier, c'est dispatch.yaml, parce que c'est celui qui gère le routing. Il y a aussi le front-end. Et puis, c'était step 2. Ok, donc backend, step 2, backend de YAML. Donc ça commence à exécuter et on voit qu'il y a 3 URL, il y a 3 ports ici. En fait, il y en a 4, 5 même. Il y en a beaucoup de ports. Mais en fait, on s'intéresse qu'à 3. Il y a le localhost 8080. Et celui-là, c'est en fait celui qui va taper sur dispatch.yaml. Il y a aussi 8081, qui en fait c'est pour le front-end, et 8082 pour le back-end. Donc si on accède à localhost, donc on va utiliser celui-là. Ça marche. Parfait. Yay. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'écris quelque chose qui n'est pas super bien? Par exemple, Golin Paris. Et je réessaye. Quelque chose d'assez bizarre. Et en fait, ça, c'est un bug que j'écris. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si on utilise celui-là, si on utilise Golin Paris avec 2 R, ça renvoie 200. Ce qui est, comme API, c'est un peu bizarre. Ça renvoie 200 avec des erreurs dedans. Donc, du coup, c'est... Ah, d'accord, il faut que je vérifie les erreurs. Donc, prochaine étape, exactement la même chose, mais maintenant, le fetch, on va aussi avoir des erreurs. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont voulu le faire difficile à utiliser. Donc, les erreurs, en fait, si on veut trouver les erreurs, c'est si on veut afficher un message, il faut trouver la valeur message dans un objet qui est dans une array qui s'appelle erreur. Donc, est-ce que c'est facile à faire ça avec Go, juste directement avec l'encoding JSON? Heureusement, oui. Donc, ce que je dis, c'est, d'accord, donc on a les erreurs, c'est InSlice, qui est un array du côté JSON, qui contient des objets. Comment ça s'appelle? Ils ne sont pas nommés sur JSON, donc je ne vais pas les appeler, je vais pas les nommer non plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est en fait le message, le fil message qui est à l'intérieur. Et le fil erreur s'appelle erreur. Donc si vous voyez un peu maintenant, les tags sont un peu imbriqués. Mais c'est normal parce que maintenant, les valeurs, les types sont définis un dans l'autre. Donc c'est normal. Et donc du coup, en plus, je rajoute le fait qu'une fois on a décodé, si tout s'est bien passé, vérifie s'il y a des erreurs. S'il y a des erreurs, renvoie une erreur parce qu'en fait, tu n'as pas trouvé ce que tu croyais que tu avais trouvé. Donc si on fait ça,
On peut exécuter celui-là. Donc c'est juste 3. Je commence à avoir beaucoup trop de trucs à bouger. Donc on va faire la même chose. C'est celui-là. Voilà, maintenant il est Grand Paris, c'est pas un groupe valide. Donc c'est pareil. Maintenant, tout ça c'est très bien, mais on a un petit souci. Déjà, je ne me rappelle plus quelle était la prochaine étape. Oui, donc on a un petit souci qui est le fait qu'à chaque fois que quelqu'un tape sur notre page web, on va aller chercher des données sur Meetup. Et il y a deux problèmes liés à ça. L'un, Meetup ne veut pas de ça, parce qu'on a une clé, et cette clé-là, justement, ça sert exactement à ça, c'est à limiter combien d'appels on peut faire. Donc si tout d'un coup notre site devient super populaire, tout d'un coup une variété de marché. Donc ça c'est un souci. Et puis l'autre souci, c'est qu'en fait, faire ces requêtes, ça a un coût. Donc forcément, si on veut limiter la bande passante qu'on va utiliser pour cette table, il faut qu'on gère ça mieux. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Memcache. Donc Memcache, ça va me permettre d'avoir des objets en mémoire pour lesquels je vais donner une étape, une vie maximale. Donc je vais dire, ok, je vais garder ça pendant un jour. Donc par exemple, je vais garder les données pour un groupe pendant tout un jour, pendant toute une journée. À la fin de la journée, ceci n'est plus valide, donc il faut aller chercher à nouveau la nouvelle valeur. Mais pendant toute cette journée, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste regarder est-ce que cette valeur est déjà dans le même cache. Elle est. C'est bon, on n'a pas à aller chercher sur Meetup. Donc pour ça, d'ailleurs j'ai rajouté plus de groupes. Il n'y a rien qui change, mais sauf que fetch, en fait fetch, ça va rester tel qu'il était. Donc fetch, c'est en fait, on va vraiment aller chercher le groupe sur Meetup. Mais on a aussi load. Et en fait load, c'est exactement la même chose, sauf que on rajoute une étape. L'étape c'est, on va essayer de trouver l'objet d'abord sur Memcache. Donc je suis en train d'utiliser Memcache JSON, parce que je vais sauvegarder mes groupes directement à JSON. C'est un, comment ça s'appelle, j'oubliais, un codec. Donc en fait ça nous permet d'utiliser un format concret à la place d'envoyer juste des slices de bytes. Ça nous permet d'envoyer directement des objets. Et le codec va gérer la codification et décodification. C'est pour ça que c'est codec. Donc, si on le trouve, donc dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on n'écrit pas super souvent. Si l'erreur est nil, fait quelque chose. Donc dans ce cas-là, c'est si on l'a trouvé, c'est bon, on n'a rien à faire, juste on l'envoie. Autrement, normalement, ça va être, on va avoir cette erreur qui est en fait, si vous vous rappelez du talk dans Andrew, our cache miss, ça va en fait identifier, c'est une variable qui identifie qu'on n'a pas réussi à trouver l'objet dans la cache. Mais autrement, tout s'est bien passé. Donc si c'est pas cette erreur-là, ça veut dire que quelque chose qu'on ne s'attendait pas s'est passé. Donc du coup, on va juste l'afficher. Maintenant, on va faire le fetch pour de vrai. Et si on fait le fetch, donc on va aller chercher sur l'API Meetup. Maintenant, il faut se dire, ok, donc on a trouvé cette nouvelle valeur, il faut la garder dans Memcache. Et pour ça, on va utiliser Memcache Item, et ça nous permet de spécifier c'est toutes les données qu'on a décodées du JSON. Et puis l'expiration, donc c'est une journée. On pourrait être plus longtemps, ça durerait plus longtemps, mais du coup, on pourrait dire on pourrait donner le nombre de membres du mois dernier, par exemple, à la place. Et puis, on utilise Memcache JSON à nouveau pour le sauvegarder. Donc maintenant, le truc, c'est que ça marche beaucoup plus rapidement. Mais il y a encore un problème. Imaginons que ça devient vraiment quelque chose d'utile, que j'espère ça va l'être.
Tout d'un coup, il y a donc Golan Paris qui est dans la liste, mais il y a Golan Madrid qui dit ah non, c'est pas possible, je suis pas dans la liste. Donc à nouveau, ils vont commencer à envoyer des pull requests ou des issues. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser à nouveau Meetup API. Mais Meetup API, en fait, surprenamment, ça utilise des JSON pour ça, mais du XML pour l'autre. Donc je vais aller assez vite sur ça, mais en fait, est-ce qu'on peut décoder du... pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut décoder du XML avec Go? En fait, c'est très simple, c'est très similaire à faire du JSON. Donc, le feed qu'on va utiliser, c'est celui-là, cette URL-là. Si on y accède, vous allez voir, ça envoie du super beau XML. Donc, on va prendre ça, et en fait, on veut juste retrouver l'ID, sauf que l'ID n'est pas là. À la place, ce qu'on a, c'est l'URL. Mais il se trouve que l'URL à l'intérieur a l'ID. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser le XML et on va trouver juste le fil qu'on veut. On va enlever les parties des côtés et puis on va juste garder ça. Donc, on va aussi regarder si on l'a sur Memcache ou non, de la même façon. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est celui-là. C'est donc, on est en train de faire, c'est juste de dire, ok, mon objet XML s'appelle RSS et on veut trouver dedans, il y a un field qui s'appelle channel qui est de ce type-là, qui en fait contient une liste de items qui s'appelle item, qui contient quelque part un nom, un field avec du ID. Donc avec ça, ça va nous permettre de décoder tout l'objet et d'obtenir la liste. Et puis le reste, je ne vais pas trop montrer, mais en fait, on va utiliser le URL parser pour vérifier qu'en fait, ce qu'on a trouvé dans l'URL, c'était pour de vrai une URL. Parce qu'à ce point-là, ma confiance sur l'API Meetup était moyenne. Donc je voulais bien être sûr que c'était bien ce que je croyais. Et donc si ce n'est pas, je vais juste l'afficher, je vais juste montrer une erreur. Et autrement, en fait, je vais juste prendre le path, qui est l'ID. Et donc maintenant, si on fait ça, je vais essayer de faire, donc c'est l'étape 6. Je vais essayer de le faire juste parce que je crois que ça va péter. Donc maintenant, quand j'exécute ça, on est en train de tout d'abord d'aller chercher le XML. On trouve le XML, on le parse, on trouve plein d'ID, plein. Et maintenant, ça marchait, impressionnant. On va aller un après l'autre, on va trouver tous les meetups, tous les groupes, et on va les afficher. Est-ce que ça va marcher? Et non, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que se trouve qu'en fait, on est en train de faire trop d'appels avec la même clé. Donc du coup, Meetup dit, si elle est en train de faire quelque chose de très bizarre, on te bloque. Le truc qui est bien, c'est que ça va arriver une fois. Tous ces groupes-là, ils vont être gardés pour une journée, alors que je vais être bloqué maintenant pour une heure. C'est bien. Donc, après, tu peux continuer à faire ça. Donc, ça, c'est un souci que je ne veux pas corriger tout de suite, parce qu'en fait, il y a un autre souci qui est, ça c'est encore très lent. Et comme on peut faire pour que ce soit plus rapide, on peut utiliser des goroutines. Et en fait, d'utiliser des goroutines dans ce cas-là, juste pour être clair, ce que je vais faire, c'est que je vais être bloqué plus rapidement. D'accord? Donc, comment on peut faire ça? Je vais montrer à nouveau le code qu'on avait avant, qui était ces get groups. Donc, pour chaque groupe, oups, ça c'est la réponse, pardon. C'est pour ça que j'étais bloqué, c'est possible. Pardon, ce que je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc,
ce qu'on était en train de faire jusqu'à présent, c'était ID après ID. On essayait de trouver, on allait chercher soit sur Meetup, soit sur Memcache, la valeur qu'on voulait. Mais on pourrait faire ce loop-là beaucoup plus rapidement en utilisant les goroutines. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ces deux valeurs-là dans un nouveau type et utiliser ça en tant que valeur que je lançais dans les, envoyée dans les channels. Beaucoup de code maintenant. Voilà. Donc, je définis tout d'abord mon type partial que je définis dans ma fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise nulle part ailleurs. Donc, si on le définit ailleurs, tout d'un coup, le reste du code, les gens vont penser que ça se trouve, c'est quelque chose d'utile, et ça, c'est complètement inutile, c'est utile que pour moi. De la même façon, je le mettais donc, en dehors de cette fonction, et partiel, c'était P majuscule. Ça, c'est vrai, un gros problème de documentation, parce que tout d'un coup, on est en train d'exposer quelque chose qui est vraiment de l'implémentation. Maintenant, on peut créer un channel qui est un channel de résultats partiaux. Oui, partiaux. Voilà. Et tout ce qu'on va faire, c'est on va modifier la boucle qu'on avait avant, on va la diviser en deux. La première partie, ce qu'on va faire, c'est on va lancer toutes les requêtes en même temps. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est on va appeler load, qu'on appelait avant, mais dans une nouvelle goroutine. Donc pour ça, on définit à nouveau quelque chose d'anonyme. C'est une fonction anonyme, donc c'est une lambda si vous voulez. Et on est en train de l'appeler en passant ID. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi je passe ID ici plutôt que passer directement ID? Est-ce que ce code est correct? Oui? C'est parce que sinon, c'est en fait la variable ID est valable en permanence. Voilà, en fait, le problème c'est que cette ID-là, il y a juste une variable, il y a juste une instance. Donc du coup, quand on met toutes mes goroutines vont commencer, toutes mes goroutines vont voir la même variable, la même valeur, qui est en fait la dernière valeur qu'il y avait dans la slice. Donc pour éviter ça, normalement, ça c'est l'idiome qu'il utilise. Et donc on va appeler load, et on va envoyer le résultat dans partiel. Et de l'autre côté, on va utiliser ce range qui est un peu bizarre. Donc en fait, c'est un range qui itère autant de fois qu'il y avait des ID. Mais on n'est pas intéressé ni par les index, ni par les valeurs. On est juste intéressé par le nombre de fois. Donc du coup, on peut faire ça. On peut dire, on ne veut rien d'ici, mais juste itère ce nombre de fois. Et ce qu'on fait, c'est on prend tous les résultats partiaux, et on vérifie à nouveau s'il y avait des erreurs ou pas. Donc voilà, maintenant, il y a un dernier problème, que je ne vais pas montrer le code parce que tout d'un coup ça devient beaucoup plus compliqué, qui était si votre page web est populaire, tout marche bien. Maintenant, si votre page web n'est pas populaire, mon cas, ça ne marche plus. Et en fait, le problème c'est que une fois on a mis une valeur dans Memcache, il n'y a pas une garantie sur la vie de cette variable. Il y a une garantie sur combien maximum la valeur elle va être là pour un jour, parce que c'est moi qui dis. Mais ça se trouve, si mes valeurs dans Memcache ne sont pas utilisées suffisamment, après 1 heure, on peut les dropper. Du coup, ça veut dire que en fait, à chaque fois que j'avais une requête toutes les heures, bah, ça pétait. Parce qu'on faisait toute la requête à nouveau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait toute la requête à nouveau? Bah, Meetup API nous bloque l'IP. Donc, c'est ça. Ça, c'est un problème. Et en fait, la solution pour ça, d'ailleurs, c'est d'utiliser Datastore. Parce que maintenant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment utiliser. Donc, je suis en train d'utiliser Datastore en tant que Memcache. Et de la façon dont je le fais, c'est juste en gardant l'objet JSON et une date d'expiration. Donc en fait, je suis en train de tricher un peu. Mais ça, c'est juste, vous pouvez le voir, c'est sur GitHub. Et ça marche que, c'est nécessaire que
quand votre page web n'est pas populaire, qui est un cas bizarre, mais ça arrive. Si ça ne marche pas quand on n'est pas populaire, elle ne deviendra jamais populaire de toute façon, donc faut faire attention. Donc voilà, donc maintenant, est-ce que ça marche encore? Oui, ça marche encore parce que la version 1.3, je ne l'ai pas cassée, oui. Donc d'ailleurs, vous pouvez chercher ici quelque chose. Donc tout l'objet pour cette table, c'était le fait que je voulais savoir tous les groupes qui étaient en Europe. Donc c'est pas mal de boulot pour ça, mais maintenant on peut l'utiliser. Donc voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un buffer channel pour stocker tous les partials plutôt que d'itérer de manière un petit peu brutale sur les... On pourrait faire ça, ça ne changerait pas grand-chose. Utiliser un buffer channel ici, je l'aurais fait si dans cette partie-là, je pourrais faire return. Parce qu'en fait, si on ne prend pas toutes les valeurs ici, notre coroutine serait bloquée pour toujours. Donc dans ce cas-là, oui, c'est une bonne solution. Dans mon cas, je sais que je vais itérer autant de fois quand de valeurs vont être envoyées dans le channel, donc c'est pas nécessaire. Et si on le faisait, tout simplement, les coroutines qui sont là finisseraient un peu plus tôt. Mais de toute façon, vu qu'il y a juste une coroutine qui va lire du channel, ça ne changerait pas à cause des performances. I also accept questions in English, by the way, or Spanish, or Catalan. Bon, je ne vais pas essayer en espagnol. Tout à l'heure, tu définissais une structure de travail temporaire pour du XML. Oui. Tu mettais seulement une partie des champs qui étaient dans le document. Ça veut dire que tout le reste est ignoré automatiquement? Oui, tout à fait. En fait, donc, il va y avoir un coût. Donc, on va en fait le parser. Parce que pour parser le XML, il faut parser le XML complet, forcément. On ne peut pas juste skipper des parties. Mais on ne va pas parser la valeur qui est à l'intérieur du tout. Donc, on ne va pas la lire. Donc, ça va être. Niveau performance, en fait, je ne suis pas sûr que il va y avoir une grande différence. Mais ça nous permet d'avoir des types qui extraient que ce qui nous intéresse. Est-ce que ça marche aussi en JSON? Oui. Oui, en JSON, je fais la même chose en fait. Si on regarde l'API, Meetup renvoie beaucoup de choses, renvoie tous les événements qui ont été faits dernièrement, tout ça, et ça ne m'intéresse pas, donc je ne le crie pas, donc c'est filtré. Ouais. Je prends le premier dans mon axe. Je dis pas oui. Admettons qu'il y a un trafic hallucinant sur ce site. Oui. Dans ce cas, comment tu ferais pour éviter le dogpile effect? C'est-à-dire, admettons par exemple, je sais pas, on reçoit 100 requêtes par seconde, que l'API Meetup mette 2 secondes à répondre. Ça veut donc dire que pendant ces 2 secondes, on a grosso modo 200 requêtes qui vont arriver, et donc on va envoyer 200 requêtes d'un seul coup, alors qu'en fait, certaines requêtes concernent la même partie du cache, et donc il faudrait attendre pour pas envoyer plusieurs fois la même requête. Je sais que, je crois que c'est Brad Fitzpatrick qui avait développé un... Oui. Donc voilà, il y a Ça s'appelle le groupe... Memcache G. Memcache G. G for group. Ah voilà, ok. Donc il y a 2 solutions. Une c'est utilise pas Memcache, utilise Memcache G, qui fait exactement ça. Si il y a 2 requêtes qui arrivent en même temps pour la même clé et la clé n'est pas dans Memcache, plutôt que dire aux 2 vas-y va la chercher, ça va être justement un et l'autre qui va attendre. Donc, parce que sinon, forcément, on pourrait avoir le problème qu'on va envoyer la même requête 100 fois. Donc, on va être bloqué même plus vite. Yay. Donc, voilà. Donc, on ne veut pas faire ça. Ça, ce serait une solution. La solution que j'implémenterais plutôt, ce serait, et en fait, je pensais à le faire, c'est utiliser rafraîchir les valeurs régulièrement. Et du coup, ça nous permet en fait de dire, j'ai toutes des ID. La liste d'ID est générée et rafraîchie tous les jours. Et en fait, on va aller rafraîchir
chacun des groupes, un groupe tous les minutes. Donc ça nous permet, et du point de vue du code qui accède à un même cache, il n'y a aucune différence. Donc c'est ça qui est bien, on cache un peu, on casse les dépendances entre les morceaux. Does Go GC compiler optimize closures defined in a loop? In other words, what's the penalty of defining closure in a loop? They don't generate any code, so there's some allocation related to it, but it's actually the allocation is small enough that if you need to use a function inside of your code, you should just use it. The performance, yeah, there's just one variable allocation, which is nothing. Oh, so the code is going to be generated, so the function itself is going to be allocated only once. But then it's going to be one variable that is going to be used every single time. So one allocation pointing to that variable. Okay, so for a closure in a loop, there will be only one function definition, yes? I mean, yeah. that would point only to one function. Yeah, I mean, I'm pretty sure. I don't know if. Yeah, yes. Okay, thank you. I like to check since I haven't. J'en profite, je sais pas s'il y a sûrement d'autres questions. Quand on défait les field tags en JSON et qu'on reprend le nom de la variable, qu'on la copie, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont dit que ça serait cool d'avoir un mot-clé, prends-moi la même chose et mets-moi tout en minuscule? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui le disent? Probablement, je ne sais pas entendu. Mais dans la philosophie Go, c'est mieux d'être explicite. Donc c'est pour ça qu'on a ça. Donc, le truc qui vient, c'est même si tu ne connais pas vraiment comment ça marche, quand tu lis ce code-là, tu comprends exactement. C'est en fait, pour JSON, dire name avec lowercase. Alors que si tu avais d'autres keywords, c'est un peu... Si tu fais un petit refactoring, tu renomes tes variables automatiquement, les field tags ne vont pas suivre peut-être. On peut faire ça, et maintenant en fait, quelque chose qui serait intéressant, c'est avec Go Generate, on pourrait facilement générer du code qui fait ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui peut être un projet, je ne dirais pas que ce soit quelque chose qui va être très adopté, juste parce qu'en fait ça c'est simple. Et pour adopter une nouvelle technologie, normalement il faut que la technologie d'avant soit trop pénible à utiliser. Donc je ne suis pas sûr que ça marcherait, mais ça peut être sympa à développer, c'est sûr. Est-ce qu'on a tout dit? Bon, bah merci à vous, merci à Francesc et puis à Anjo. Thanks a lot, Anjo. And,